bienvenue à JK raconte une histoire où se déroulent des drames de la vie réelle. Installez-vous et savourez le récit d'aujourd'hui. Oui, Tom, vous vouliez me voir? J'annonçai mon arrivée au bureau du directeur général, ayant été convoqué par lui. Oui, merci d'être venu, Jake. Répondit-il avec un sourire en se levant de son bureau. J'aimerais vous présenter David, dont l'entreprise s'intéresse à notre nouveau système de transmission. Ravi de vous rencontrer, répondis-je, lui tendant la main en signe de salut alors qu'il commençait à se lever de son siège pour croiser mon regard. Et puis je m'arrêtai net. Jake, David, je veux dire David Richardson, grogna-t-il, surpris. Monsieur Richardson, répondis-je formellement, tout aussi surpris, et je laissai ma main retomber. Vous vous connaissez? Tom sourit, ne semblant pas remarquer l'hostilité qui existait entre nous. Ou peut-être étions-nous simplement trop choqués pour l'afficher ouvertement. Comment vous connaissez-vous? Jake a travaillé pour moi il y a quelques années. Richardson, ou David comme je l'ai toujours connu. Il me devança, disant la vérité, mais omettant l'autre lien plus controversé. Cela facilitera les choses, continua Tom. Un ingénieur brillant, mais jamais réputé pour ses compétences relationnelles, et ne réalisant toujours pas à quel point les deux autres hommes dans son bureau étaient soudainement devenus mal à l'aise. Peut-être pourriez-vous montrer à David nos installations de production. Peut-être, murmurai-je, tourner le dos à Richardson et me diriger vers la porte, lui laissant le soin de décider s'il me suivrait ou non. Il l'a fait. Je suppose qu'il n'avait pas le choix. Et je m'éloignai rapidement dans le couloir, espérant qu'il me suivrait et n'ayant pas l'intention de m'arrêter avant que nous soyons hors du bureau et au bord du parking, seul. « Qu'est-ce que tu fous ici » grognai-je avec colère, me tournant pour lui faire face, pas le moins du monde dérangé par le fait qu'il était plus grand que moi et apparemment à tous égards, ce qui était probablement la cause première de la tension entre nous. « Je te jure, Jake. Je n'avais aucune idée que tu travaillais ici. » Il soupira, levant les mains en signe de paix. Nous n'avions pas eu de nouvelles de toi depuis des années. Nous n'étions même pas sûrs que tu sois encore en vie. Grâce à toi, j'ai failli ne pas l'être. Répondis-je sèchement, me demandant pourquoi je n'avais pas simplement cloué ce type au pilori comme j'aurais dû le faire toutes ces années auparavant. À l'époque où j'avais tous mes doigts. Désolé, soupira-t-il en haussant les épaules. Que puis-je dire d'autre? Je le fixai, luttant contre l'envie de me permettre un seul coup de poing. Un seul coup qui le ferait tomber au sol et le maintiendrait à terre un peu plus longtemps. Il le savait aussi, et se tenait là, nerveux, mais ne faisant aucun mouvement pour se défendre. S'il avait su à quel point il m'était plus facile de le blesser que la dernière fois que nous nous étions rencontrés, il n'aurait peut-être pas été si calme. S'il avait su les choses dans lesquelles j'avais été impliqué au fil des ans, il n'aurait peut-être même pas montré le bout de son nez ici. C'est du passé, Jake. Il rompit le silence, s'étranglant presque avec ses mots. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis. Et beaucoup de sang, murmurai-je pour moi-même, serrant les dents, mais sentant ma rage intérieure s'apaiser jusqu'à ce que je respire de nouveau calmement. Dommage que rien de tout cela ne soit le tien. Comment va Becky? Posai-je la grande question. Bien, répondit Richardson succinctement, ignorant l'insulte que j'avais lancée à sa femme et ne voulant plus parler d'elle. Peut-être que tout n'allait pas bien chez les Richardson. Et cela ne me déçut pas le moins du monde. Et là, je veux dire l'enfant. Elle va bien aussi, Jake. Répondit-il, s'éclairant soudainement et osant un sourire. Emma a 7 ans maintenant, et c'est une petite fille heureuse et magnifique. Alors, de qui tient-elle? La grande question. Celle qu'aurait posée l'éléphant au milieu de la pièce s'il avait été là. Elle tient de Becky, répondit Richardson avec assurance. Pas de moi. Pas exactement. Ou du moins pas de manière que tu le remarques. C'est ça, répondit-il calmement. Bien. Mieux vaut aller voir l'usine, murmurai-je, tourner le dos au salaud et m'éloigner de nouveau, sans prêter attention à savoir s'il me suivait ou non. J'ai fréquenté une grande université et j'ai obtenu un bon diplôme en ingénierie. Mais à l'époque, je ne savais pas quelle carrière embrasser. Je crois que j'ai été aussi surpris que quiconque d'être attiré par l'équipe de recrutement de l'armée qui a visité notre université lors de ma dernière année, et encore plus de m'être engagé pour un service à court terme dans le corps du génie de l'armée américaine. Je suis immédiatement devenu officier et je me suis engagé pour 3 ans de service avec l'option de le rendre permanent à la fin du M. Anda ou non. Ces années se sont avérées être les 3 meilleures de ma vie,
malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de conflit majeur pendant cette période, ou peut-être à cause de cela. Le sens de la camaraderie était tel que je ne l'avais jamais expérimenté auparavant. J'ai été promu capitaine, mais à la fin de mes 3 ans de service, malgré toutes les tentatives pour me convaincre de rester, j'ai décidé que je ne considérais pas l'armée comme ma vocation. À vrai dire, il m'était simplement difficile d'imaginer prendre la vie de quelqu'un si des hostilités éclataient, ce qui arriverait sûrement à un moment donné, et que je me trouvais dans une position où je devrais le faire. Ceci malgré le fait que mon habileté avec les armes, en particulier une arme de poing, me surprenait. Si seulement j'avais su à l'époque à quel point il serait facile d'utiliser une arme de poing dans une situation réelle, je n'aurais peut-être pas pu m'en écarter si facilement. L'armée m'avait appris la discipline, le leadership et comment travailler sous pression. Plus important encore, elle m'avait enseigné la loyauté et la fraternité, des concepts qui deviendraient douloureusement ironiques compte tenu de ce qui allait arriver. Mes camarades officiers étaient de bons hommes, des soldats dévoués qui croyaient en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. J'enviais leur certitude, leur engagement inébranlable envers la cause. Pour moi, le service militaire était davantage une exploration, un moyen de me tester et de voir de quoi j'étais capable. J'excellais dans les aspects techniques, construction de ponts, démolition, logistique, mais j'avais toujours l'impression de jouer un rôle plutôt que de vivre ma véritable vocation. L'entraînement aux armes fut le domaine où je surpris tout le monde, y compris moi-même. J'avais un talent naturel avec les armes à feu que mes instructeurs ne pouvaient pas expliquer. Que ce soit une visée instinctive ou simplement une coordination œil-main exceptionnelle, je pouvais placer les balles exactement où je voulais avec un minimum d'effort. C'était une compétence qui me valut le respect de mes pairs et qui se révélerait inestimable de manière que je n'aurais pu imaginer à l'époque. Mon officier supérieur, le colonel Matthews, fut particulièrement déçu lorsque j'annonçai mon intention de ne pas me rengager. « Sullivan » avait-il dit lors de notre dernière réunion. « Vous avez l'étoffe d'un soldat de carrière. Le corps a besoin d'hommes comme vous, intelligents, capables, des leaders naturels. Êtes-vous sûr de vouloir jeter tout cela pour la vie civile ? » J'étais sûr, ou du moins je le pensais. Le monde civil semblait offrir plus d'opportunités, plus de liberté de choisir ma propre voie. L'armée, malgré toute sa camaraderie et son but, me semblait restrictive. Je voulais construire des choses, créer quelque chose de durable, laisser ma marque sur le monde d'une manière qui allait au-delà du service militaire. Après avoir quitté l'armée et m'être remis de la célébration que mes jeunes officiers avaient jugé nécessaire de m'offrir en guise de cadeau de départ, une fête qui dura 3 jours et me laissa avec une gueule de bois qui aurait pu être qualifiée d'urgence médicale, j'ai constaté que 3 ans de service n'avaient pas été vains. Le temps passé sur le terrain avec l'équipe de récupération de véhicules et mes qualifications d'ingénieur m'ont permis d'obtenir un emploi dans l'une des entreprises qui les fabriquait. Peut-être pas exactement des chars, mais toute une gamme de véhicules blindés qui allaient devenir de plus en plus nécessaires à mesure que les conflits au Moyen-Orient et ailleurs s'intensifiaient. Détroit Armored Solutions était une entreprise de taille moyenne basée au cœur du corridor industriel de Détroit, spécialisée dans la transformation de véhicules civils pour un usage militaire et de sécurité. L'entreprise occupait un immense complexe de briques qui fabriquait à l'origine des pièces automobiles pour Ford, mais avait été converti pour le travail de défense alors que l'industrie automobile de Détroit commençait son lent déclin. Il construisait de tout, des véhicules de transport de troupes blindées aux robots de déminage, et ma combinaison d'expérience en ingénierie et militaire faisait de moi un candidat idéal. Le travail était stimulant et gratifiant, consistant à prendre des véhicules standards et à les transformer en machines capables de protéger des vies dans des situations dangereuses. Je n'ai jamais été un ingénieur pur, plutôt le genre de personne à résoudre les problèmes et à faire fonctionner les choses. Et cela, plus mon temps à l'armée, faisait de moi le parfait interlocuteur lorsque je traitais avec nos clients, qu'ils soient américains ou d'autres pays, souvent dans des endroits dangereux. Je pouvais parler le langage des ingénieurs et des soldats, traduisant les spécifications techniques en applications pratiques sur le champ de bataille et vice-versa. Le poste exigeait de fréquents déplacements vers des bases militaires et des installations d'essai, souvent dans des environnements reculés ou hostiles. Je me suis retrouvé dans des endroits comme le site d'essai du Nevada, testant des véhicules dans des conditions désertiques simulant des déploiements au Moyen-Orient, ou sur des terrains d'essai en Alaska où nous poussions nos machines à leurs limites par des températures en dessous de zéro. Chaque mission m'a appris quelque chose de nouveau, à la fois sur la technologie et sur les hommes qui en dépendraient. La vie était belle et allait bientôt s'améliorer encore plus lorsque je me suis intéressé à Becky, l'assistante du patron, et encore plus lorsque nous avons découvert que c'était réciproque. Rebecca Martinez était une blonde magnifique aux yeux verts intelligents et à un sourire qui pouvait illuminer une pièce.
Elle travaillait chez Détroit Armored Solutions depuis environ 6 mois lorsque j'ai rejoint l'entreprise. Ayant déménagé du Texas à Détroit après avoir terminé son diplôme en commerce, ce qui m'a attiré chez Becky n'était pas seulement sa beauté évidente. Bien que cela ne gâchait rien. Elle avait un esprit vif et un sens de l'humour sec qui complétaient parfaitement son comportement professionnel. Elle pouvait gérer les clients les plus exigeants avec grâce tout en gérant simultanément le chaos d'un bureau très actif. Plus d'une fois, je l'ai vu désamorcer une situation tendue avec un fournisseur ou un client grâce à une combinaison de charme et de compétences qui laissait tout le monde satisfait. Notre première conversation portait sur le travail. Elle m'aidait à naviguer dans le labyrinthe de l'entreprise et le processus d'approvisionnement, mais il est rapidement devenu évident que nous avions plus en commun que de simples intérêts professionnels. Nous aimions tous les deux les films classiques, en particulier le film noir, et pouvions passer des heures à débattre des mérites de différents réalisateurs. Nous partagions une passion pour la bonne cuisine et le bon vin, et elle s'est avérée être une excellente cuisinière capable de préparer n'importe quoi, du barbecue texan à la cuisine française sophistiquée. Après 3 rendez-vous, nous savions tous les deux que nous n'étions pas inexpérimentés. Mais sans trop de questions, nous nous sommes trouvés très bien ensemble. Notre premier rendez-vous fut un dîner dans un petit restaurant italien du quartier Eastern Market de Détroit où nous avons parlé jusqu'à ce que le personnel commence à empiler les chaises autour de nous. Le deuxième était un match des Tigers où Becky m'a surpris en connaissant plus de statistiques de baseball que moi. Le troisième était une soirée tranquille dans son appartement, un 2 pièces douillet dans un entrepôt réaffecté à Corktown, où elle a préparé un dîner incroyable, et nous avons découvert à quel point nous étions vraiment compatibles. 6 mois de plus et de nombreuses soirées intimes, et j'ai fait ma demande. À ce moment-là, nous avions établi une routine confortable. Je passais la plupart de mes soirées chez elle et nous cuisinions ensemble, regardions des films, planifions des week-ends à Chicago ou Toronto. Sur le papier, nous étions le couple parfait, jeune, réussissant, visiblement amoureux. Elle a donné la réponse appropriée, et nous sommes devenus monsieur et madame Jake Sullivan lors d'une cérémonie petite mais parfaite. Nous nous sommes mariés dans une église historique du centre-ville de Détroit, avec une 50aine d'amis et de membres de la famille présents. Becky était radieuse dans une robe simple mais élégante et je me sentais l'homme le plus chanceux du monde. Ses parents sont venus de Houston et ma mère est venue de Chicago, où elle avait déménagé après le décès de mon père. Même certains de mes camarades de l'armée étaient là, transformant la réception en une réunion impromptue. Ma vie, apparemment heureuse et relativement insouciante, a continué. Nous nous sommes installés dans une nouvelle maison, certes avec un énorme prêt hypothécaire, une belle maison de style Art & Craft à Palmer Road, l'un des quartiers les plus recherchés de Détroit. La maison avait du caractère avec ses parquets d'origine, ses bibliothèques intégrées et une cuisine que Becky a immédiatement commencé à prévoir de rénover. Nous passions nos week-ends à flâner dans les brocantes et les marchés fermiers, meublant lentement notre maison avec des pièces qui reflétaient nos goûts communs. Le travail chez Détroit Armored Solutions restait stimulant et gratifiant. J'ai été promu ingénieur de projet senior, ce qui s'accompagnait de responsabilités accrues et d'une augmentation de salaire significative. Mes projets devenaient plus complexes, impliquant une collaboration avec des entrepreneurs militaires et des agences gouvernementales. Je voyageais plus fréquemment, mais Becky semblait comprendre et soutenir mes ambitions de carrière. 2 ans plus tard, j'ai appris que j'allais bientôt être papa. Oh, le bonheur! Nous n'essayions pas activement, mais nous ne l'empêchions pas non plus. Quand Becky m'a annoncé la nouvelle, j'étais dans mon atelier au sous-sol, bricolant un prototype de système de communication pour véhicule. Elle est descendue les escaliers avec un sourire mystérieux et m'a simplement tendu un test de grossesse positif. La joie que j'ai ressentie était indescriptible. Nous parlions d'avoir des enfants, bien sûr, mais de la manière abstraite que les jeunes couples ont. Un jour, quand nous serons prêts, quand nous aurons économisé plus d'argent, quand la maison sera entièrement rénovée. Mais à mesure que l'état de Becky commençait à se voir, mon bonheur grandissait et le monde entier semblait parfait. Je me suis retrouvé à imaginer enseigner à notre enfant à lancer une balle de baseball, l'aider avec ses devoirs, lui transmettre les compétences pratiques que mon père m'avait apprises. Nous avons transformé la chambre d'amis en chambre de bébé, peignant les murs d'un jaune joyeux puisque nous avions décidé d'attendre pour connaître le sexe du bébé. Becky s'est lancée dans la préparation à la maternité avec la même efficacité qu'elle mettait dans tout le reste. Elle a lu tous les livres sur la parentalité qu'elle a pu trouver, a suivi des cours prénataux et a réussi d'une manière ou d'une autre à maintenir son emploi exigeant tout en gérant les nausées matinales et la fatigue. J'ai commencé à travailler moins d'heures, voulant être plus souvent à la maison pour aider Becky et savourer ces mois précieux avant que nos vies ne changent à jamais.
Nous faisions de longues promenades dans le quartier le soir, parlant de prénoms, d'école et de toutes les aventures que nous aurions en famille. L'avenir s'étendait devant nous, brillant et plein de promesses. Et soudain, ce ne fut plus le cas. Il y a quelque chose que tu dois savoir, Jack. Becky m'a surpris. Un soir, nous étions dans le salon. Elle sur le canapé, les mains posées sur son ventre qui s'arrondissait. Moi dans mon fauteuil préféré, lisant un manuel technique pour le travail. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ?» ai-je demandé, posant ma lecture et la regardant avec inquiétude. Son ton était différent, grave d'une manière qui m'a immédiatement mis en alerte. « C'est à propos du bébé », murmura Becky, évitant mon regard. « Qu'est-ce qui ne va pas avec lui ?» ai-je exigé, paniquant soudainement en m'inquiétant de ce qu'elle allait me dire. Mon esprit est immédiatement allé à toutes les choses qui pouvaient mal tourner pendant la grossesse. Des troubles génétiques, des problèmes de développement, les innombrables peurs qui tiennent les futurs parents éveillés la nuit. Rien, a-t-elle rétorqué sèchement, me laissant perplexe. Alors il n'y a rien qui cloche avec notre bébé. Quel est le problème? C'est ça le problème, soupira Becky, levant enfin les yeux vers moi, les larmes aux yeux. Ce n'est peut-être pas notre bébé. N'importe quoi, ai-je ri, bien que le son soit creux et forcé. Comment ça, ce n'est peut-être pas notre bébé? Bien sûr que c'est notre bébé. Ce que je veux dire, chérie, murmura ma femme, une larme roulant sur sa joue, c'est que ce n'est peut-être pas ton bébé. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai arrêté de rire et même de respirer un instant, essayant de digérer ce qu'elle venait de dire. Je suis désolé, Jack, mais je ne pouvais plus le garder pour moi. Qui? Le mot est sorti à peine un murmure. Qui est le père? Ça pourrait être toi, Jack, dit-elle, esquivant la question évidente mais n'apportant aucun réconfort. Où? Le mot est sorti de ma bouche et j'ai failli m'étouffer. David, sanglota-t-elle, et ce fut le coup de grâce pour notre mariage. David n'était, bien sûr, autre que David Richardson, son patron et le mien à l'époque. La révélation m'a frappé comme un coup de massue en pleine poitrine. David Richardson, l'homme pour qui je travaillais, l'homme que je respectais, l'homme qui était venu chez nous pour des dîners et des fêtes, l'homme qui avait porté un toast à notre mariage. Quand ça a commencé, ai-je demandé, sur le point de sangloter moi-même. Mais ce n'était pas la question que j'aurais dû poser. Il s'agissait plutôt de savoir depuis quand ça durait. Et malheureusement, la réponse fut « depuis pas mal de temps ». Les détails ont jailli d'elle dans un torrent de larmes et d'aveux. Ça avait commencé environ 6 mois plus tôt, dit-elle, lors des longues soirées au bureau alors qu'il travaillait sur une proposition de contrat majeur. Ce qui avait commencé comme une collaboration professionnelle était progressivement devenu quelque chose de plus personnel. Ils avaient commencé à dîner ensemble après le travail, soi-disant pour discuter d'affaires. Puis vinrent les voyages d'affaires où ils partageaient les bars d'hôtel et des conversations discrètes. Ça ne devait pas arriver, répétait-elle, comme si cela rendait les choses meilleures. Je n'avais jamais planifié cela. Je t'aime, Jack. Vraiment. Mais David, il est différent. Il me donne l'impression que je pourrais être plus que la femme de quelqu'un, plus qu'une simple assistante. Il me parle de l'entreprise, de ses projets pour la société. Il me traite en égal. L'accusation piqua presque autant que la trahison elle-même. Étais-je vraiment si méprisant envers ses ambitions? Avais-je été le genre de mari qui traitait sa femme avec condescendance, qui ne la voyait qu'en relation avec lui-même plutôt que comme un individu? La question tourbillonnait dans ma tête, mais elle fut éclipsée par la douleur plus immédiate de son infidélité. Depuis combien de temps ai-je réussi à demander? 6 mois, avoua-t-elle. Peut-être 7. Je ne sais pas exactement quand c'est devenu, quand tu as commencé à coucher avec lui. Elle a tressailli face à ma franchise mais a hoché la tête. Le bébé pourrait être le tien, Jack. Le timing, c'est possible, mais, possible, n'était pas suffisant. Le doute me rongerait vivant. Chaque fois que je regarderais l'enfant, je me poserais la question. Chaque étape, chaque moment de joie serait entaché par l'incertitude de la paternité. Et au-delà de cela, il y avait le simple fait que ma femme m'avait menti pendant des mois, qu'elle avait partagé des intimités avec un autre homme tout en prétendant être l'épouse dévouée. Il est au courant, ai-je demandé. Pour le bébé? Oui. Pour la possibilité que ce soit le sien? Oui. Et qu'est-ce qu'il dit?
Le visage de Becky se froissa davantage. Il dit qu'il soutiendra toute décision que je prendrai. Il dit qu'il m'aime et qu'il veut être avec moi, quel que soit le père du bébé. Bien sûr qu'il l'a fait. David Richardson, toujours le gentleman, toujours le cadre responsable. Il pouvait se permettre d'être magnanime. Il avait déjà gagné. Il avait ma femme, peut-être mon enfant, et il avait réussi à détruire ma vie sans même sourciller. Les semaines suivantes furent un flou d'avocats et de conversations difficiles. Becky quitta la maison et emménagea chez David, qui développa commodément un intérêt soudain pour faire ce qu'il fallait. J'ai appris que leur relation avait dépassé de loin une simple liaison. Ils avaient fait des projets d'avenir ensemble, discutant mariage et famille comme si je n'existais pas. La procédure de divorce fut rapide et brutale. Les lois du Michigan sur le divorce sans faute signifiaient que l'adultère de Becky était légalement sans importance, mais émotionnellement, cela teignait tout, la maison, les biens partagés, les rêves que nous avions construits ensemble. Tout cela devait être divisé et distribué comme les vestiges d'une entreprise commerciale ratée. J'ai démissionné de Detroit Armored Solutions le lendemain du départ de Becky. Je ne pouvais pas supporter l'idée de voir David tous les jours, de faire semblant que tout était professionnel et normal alors qu'il avait détruit ma vie personnelle. J'ai vidé mon bureau, dit au revoir aux quelques collègues que je considérais comme des amis, et j'ai abandonné la carrière que j'avais bâtie en 3 ans. La maison s'est vendue en un mois. Le marché immobilier de Détroit était encore relativement fort à l'époque. Et après avoir remboursé le prêt hypothécaire et partagé les bénéfices avec Becky, je me suis retrouvé avec suffisamment d'argent pour recommencer ailleurs. La question était, où? La réponse est venue sous la forme d'un appel téléphonique de mon ancien commandant, le colonel Matthews. Il avait eu vent de ma situation par les canaux militaires et avait une proposition pour moi. Sullivan, dit-il d'un ton brusque et direct. Je sais que tu traverses une période difficile. Je sais aussi que tu es un trop bon ingénieur et un trop bon soldat pour te morfondre. J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. J'écoute, mon colonel. Il y a un entrepreneur militaire privé qui cherche quelqu'un avec tes compétences, expérience en génie de combat, expertise en véhicules et capacité à travailler avec des clients internationaux. Le travail est à l'étranger, principalement en Irak et en Afghanistan. C'est dangereux, mais ça paie bien. Très bien. À quel point? Il a cité un chiffre qui représentait près de 4 fois ce que je gagnais chez Detroit Armored Solutions. Hors taxe, toutes dépenses payées. Quel est le piège? Tu travaillerais dans des zones de combat actives, un vrai danger, pas la simulation que nous faisions à l'entraînement. Et tu travaillerais avec des personnages rudes, des mercenaires, des ex-forces spéciales, des gens qui ont choisi cette vie parce qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas s'intégrer dans la société normale. Cela semblait parfait. Quand est-ce que je commence? 2 semaines plus tard, j'étais dans un avion pour Bagdad, laissant derrière moi tout. Tout ce que j'avais connu et aimé pour un monde que je ne pouvais même pas imaginer. Alors que l'avion décollait de l'aéroport de Détroit Métro, je regardais la ville qui avait été ma maison et ne ressentis rien d'autre que du soulagement. Quoi que m'attendait en Irak, cela devait être mieux que la vie que je laissais derrière moi. Je me suis trompé à ce sujet, mais je ne l'apprendrai que plusieurs années plus tard. La première chose qui vous frappe à Bagdad en 2003, c'est la chaleur. Pas seulement chaud, pas même brûlant. C'est comme entrer dans un four que quelqu'un aurait oublié d'éteindre. La deuxième chose, c'est l'odeur. Poussière, gazole, ordures brûlées, et quelque chose d'autre que vous ne pouvez pas tout à fait identifier, mais que vous apprenez à reconnaître comme l'odeur d'une ville en état de siège. Je suis descendu du transport militaire à l'aéroport international de Bagdad avec rien d'autre qu'un sac de sport et l'adresse du complexe où j'allais travailler. Titan Security Solutions n'était pas exactement un nom connu, mais ils opéraient dans le même domaine que les plus grands entrepreneurs. Des services militaires privés pour quiconque était prêt à payer leurs tarifs. Leur spécialité était la protection des convois de ravitaillement et la formation des forces de sécurité locales, ce qui signifiait beaucoup de temps sur des routes dangereuses et beaucoup d'interactions avec des gens qui pouvaient vouloir ou non vous tuer. Mon contact était un ancien Navy SEAL grisonnant nommé Marcus Webb, qui semblait avoir été sculpté dans du cuir et de mauvaises décisions. Il est venu me chercher dans un suburban blindé qui avait manifestement connu des jours meilleurs, les vitres fissurées comme des toiles d'araignée, et la peinture criblée de ce que j'apprendrai plus tard être des impacts de balles. « C'est vous, Sullivan » demanda-t-il, me jetant à peine un coup d'œil alors que je jetais mon sac à l'arrière. « C'est moi. » Bien. Il faut y aller.
Cet aéroport n'est pas vraiment sûr après la tombée de la nuit, et il va bientôt faire nuit. Tandis que nous traversions la ville, Webb m'a mis au courant des bases. Votre travail est de maintenir nos véhicules en état de marche et de les améliorer si nécessaire. Nous perdons environ un camion par semaine à cause d'IED, de RPG ou simplement de panne mécanique. Le matériel de surplus militaire que nous achetons est. La phrase est incomplète dans l'original, et les mécaniciens locaux ne savent pas distinguer un alternateur d'un filtre à air. C'est là que vous intervenez. Quelle est l'espérance de vie, demandai-je à moitié en plaisantant. Pour les véhicules, environ 6 mois, pour nous. Il haussa les épaules. Cela dépend de votre intelligence et de votre chance. Nous avons perdu 12 hommes l'année dernière, mais nous avons aussi des gars qui sont ici depuis le début de l'invasion et qui n'ont pas eu une égratignure. Il s'agit de savoir quand se baisser. Le complexe était une oasis fortifiée au milieu du chaos. De hauts murs de béton surmontés de barbelés, des tours de garde à chaque coin, et une puissance de feu suffisante pour repousser une petite armée. À l'intérieur, cela ressemblait à un croisement entre une base militaire et un chantier de construction avec des bâtiments préfabriqués, des parcs d'équipements et des hommes, dans divers états de préparation, qui traînaient dans les uniformes qu'ils préféraient. Règle de la maison, expliqua Webb en me montrant mes quartiers. Pas d'alcool dans le pays, jamais de drogue. Pas de familiarisation avec les locaux, à moins que ce ne soit strictement professionnel. Et pas de héros. Nous sommes ici pour faire de l'argent, pas pour gagner la guerre. Vous faites votre travail, vous restez discret, et vous encaissez votre salaire. C'est aussi simple que ça. Mes quartiers étaient spartiates mais confortables, une chambre individuelle avec un lit, un bureau et un petit réfrigérateur, plus un accès aux salles de bain et cuisine commune. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était propre et sûr, ce qui était un luxe à Bagdad à cette époque. Le travail était exactement ce que Webb avait décrit, mais plus intense que je ne l'avais imaginé. Notre flotte de véhicules comprenait de tout, des invés cabossés aux camions civils réquisitionnés que nous blindions avec des plaques d'acier et du verre par balle. Mon travail consistait à les maintenir en état de marche et à améliorer leur capacité de survie, ce qui signifiait devenir un expert en tout, de la réparation de moteurs à la protection balistique. La courbe d'apprentissage était abrupte et brutale. Le 3e jour, le convoi que je venais de réviser a heurté un IED à l'extérieur de Fallujah. L'explosion a retourné le véhicule de tête, un INV que j'avais personnellement renforcé, et a tué le conducteur sur le coup. Le passager, un ancien marine nommé Danny Rodriguez, a survécu avec de multiples fractures et des brûlures qui le marqueraient à vie. Bienvenue en Irak, dit oui. Bébé quand je suis revenu au camp, secoué et couvert de poussière de l'opération de récupération. Danny a eu de la chance. Le mois dernier, nous avons perdu tout un convoi lorsqu'il a heurté une série d'IED. Plusieurs IED liés ensemble. Rien n'est resté, sauf de la ferraille et des plaques d'identité. Je me suis jeté dans le travail avec une intensité qui m'a surpris moi-même. Une partie était la fierté professionnelle. Je voulais que nos hommes rentrent vivants, et la qualité de mon travail pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Mais une partie était aussi personnelle. Les exigences physiques et mentales du travail ne laissaient pas de temps pour penser à Becky ou à David ou à la vie que j'avais laissée derrière moi à Détroit. Chaque jour était entièrement axé sur la survie et l'accomplissement de la mission. La routine était implacable. Debout à 5 heures pour les briefings du matin, puis au parc automobile pour préparer les véhicules pour les missions de la journée. Les convois partaient à 7 heures, et je passais la journée soit en tant que passager de tête sur des missions particulièrement dangereuses, soit à travailler sur les réparations et les améliorations. De retour au camp, briefing du soir à 19 heures, dîner, puis encore du travail à l'atelier jusqu'à ce que je sois trop épuisé pour penser. L'argent était tout ce que le colonel Matthews avait promis, et plus encore. Mon salaire de base était de $200 000 par an, mais avec la prime de risque, les heures supplémentaires et les primes de fin de contrat, je gagnais près de $300 000 net d'impôts. Sans dépenses et sans moyen de dépenser de l'argent, même si je l'avais voulu, tout allait directement sur un compte bancaire aux États-Unis. Après 6 mois, j'ai été promu ingénieur en chef des transports, ce qui s'accompagnait d'une augmentation de $50 000 et de la responsabilité d'une flotte entière de véhicules répartis sur 3 complexes. La promotion signifiait aussi plus de temps sur la route, voyageant entre Bassora, Bagdad et notre base d'opération avancée près de la frontière syrienne. C'est lors d'un de ces voyages que j'ai perdu mes doigts. Nous acheminions un convoi de ravitaillement vers la base d'opération avancée Liberty lorsque nous avons été pris dans ce que les spécialistes OD ont plus tard identifié comme une embuscade complexe.
des IED suivis de tirs d'armes légères provenant de plusieurs directions. Le véhicule de tête, dans lequel je me trouvais, a subi de plein fouet l'explosion initiale. Le souffle nous a soulevés du sol et nous a projetés si violemment que mes dents ont claqué. Le conducteur, un ancien rangé nommé Steve Mackenzie, a été tué sur le coup. Le tireur dans la tourelle, à peine 19 ans et travaillant sur son premier contrat, a été projeté mais s'est brisé le dos dans la chute. J'ai eu de la chance. Juste une commotion cérébrale, quelques coupures dues aux éclats de verre, et 2 doigts de ma main gauche qui se sont retrouvés coincés entre un morceau de métal tordu et le cadre de la porte lorsque le véhicule a roulé. L'échange de tirs a duré 20 minutes. Au moment où la force d'intervention rapide est arrivée, nous avions eu des pertes dans 3 véhicules et épuisé la plupart de nos munitions. Les assaillants se sont fondus dans le paysage urbain comme ils le faisaient toujours, nous laissant compter nos morts et appeler l'évacuation médicale. J'ai passé 2 semaines dans un hôpital militaire américain au centre médical régional de Landstuhl en Allemagne, où ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour réparer ma main. L'annulaire et l'auriculaire avaient complètement disparu, sectionnés si proprement que la réimplantation n'était pas possible. Les chirurgiens ont reconstruit ce qu'ils pouvaient et m'ont équipé d'une prothèse qui semblait réaliste mais donnait l'impression de porter un gant de caoutchouc rempli de sable. Vous rentrez chez vous, m'a dit le médecin d'un ton neutre. Réforme médicale. L'assurance de la compagnie s'occupera de vous, mais vos jours de combat sont terminés. Il se trompait à ce sujet, mais je n'ai pas discuté. J'étais fatigué, blessé, et je commençais à me demander ce que je faisais en Irak. Quoi qu'il en soit, l'argent était bon, mais il avait un coût qui allait au-delà des dangers physiques évidents. J'avais vu trop de bonnes personnes mourir pour des objectifs qui semblaient changer chaque semaine. J'étais devenu insensible à la violence d'une manière qui n'était probablement pas saine. Et malgré tous mes efforts, les pensées de la maison commençaient à s'immiscer dans ma conscience. Mais je n'étais pas encore prêt à rentrer chez moi. Après mon congé médical, j'ai négocié un transfert en Afghanistan avec Guardian Defense Corporation, un autre entrepreneur militaire privé spécialisé dans la formation des forces de sécurité afghanes. Le travail était différent. Moins de protection de convois, plus de développement d'infrastructures et de formation de personnel. C'était aussi marginalement plus sûr, bien que, sûr, soit un terme relatif dans une zone de guerre. L'Afghanistan était un enfer d'un genre différent de celui de l'Irak. Là où l'Irak était une guerre urbaine et une violence sectaire, l'Afghanistan était des conflits tribaux et une guerre de montagne. Le paysage était d'une beauté brutale, des sommets imposants et de vastes vallées qui pouvaient cacher des armées entières. Le travail était plus gratifiant à certains égards, car nous construisions réellement des choses plutôt que de simplement protéger des convois. Mais c'était aussi plus frustrant parce que le progrès se mesurait en décennies plutôt qu'en mois. J'ai passé 2 années supplémentaires en Afghanistan, opérant depuis l'aérodrome de Bagram et diverses bases d'opérations avancées à travers le pays. Mon travail consistait à superviser la construction et la fortification d'installations d'entraînement pour l'armée nationale afghane. Un travail qui exigeait à la fois une expertise en ingénierie et une sensibilité culturelle. C'est pendant cette période que j'ai vraiment appris à parler l'arabe et le pachto, des compétences qui se révéleraient précieuses plus tard. Le travail en Afghanistan m'a aussi donné le temps de réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie après les zones de guerre. J'accumulais une somme d'argent considérable, près de 900 000 $ au moment où j'ai quitté l'Afghanistan. Mais j'accumulais aussi des cicatrices, tant physiques que psychologiques, qui mettraient des années à guérir. J'avais appris à dormir malgré les tirs de mortier entrants, à évaluer les niveaux de menace en quelques secondes et à prendre des décisions de vie ou de mort avec des informations incomplètes. C'étaient des compétences précieuses, mais elles ne se traduisaient pas bien dans la vie civile. La décision de retourner aux États-Unis est venue quand ma mère a eu une crise cardiaque. Elle a survécu, mais cette frayeur m'a fait réaliser que j'utilisais les zones de guerre pour éviter de faire face à ma vraie vie. J'avais 31 ans, j'étais financièrement à l'abri, et complètement isolé de toute relation significative. Il était temps de rentrer à la maison et de découvrir qui j'étais quand on ne me tirait pas dessus. Le vol de retour vers les États-Unis m'a donné 22 heures pour réfléchir à la suite. J'avais près de 950 000 $ en banque, plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé posséder. J'avais aussi des compétences précieuses dans le monde civil et un CV qui ouvrirait des portes dans l'industrie de la défense. Mais j'avais aussi des lacunes dans ma mémoire, des cicatrices visibles et invisibles, et une tendance à me réveiller en sueur froide quand des hélicoptères survolaient. J'ai atterri à Détroit un matin d'octobre gris, portant le même sac de sport avec lequel j'étais parti 4 ans plus tôt. La ville me parut plus petite que dans mes souvenirs, plus délabrée.
L'industrie automobile accélérait son déclin, et on pouvait. Je le voyais dans les devantures vides et les bâtiments abandonnés qui parsemaient le paysage. Mais la ville avait aussi quelque chose d'optimiste. De nouvelles entreprises s'installaient dans de vieux bâtiments. De jeunes gens choisissaient de rester et de se battre pour leur ville natale plutôt que de fuir vers les côtes. J'ai loué un appartement meublé en centre-ville et passé la première semaine à me promener dans la ville, me réhabituant à la vie civile. Tout semblait plus doux, d'une certaine manière, moins urgent. Les gens s'inquiétaient de choses comme le trafic, la météo et ce qu'il fallait regarder à la télévision. Leurs problèmes semblaient triviaux comparés aux décisions de vie ou de mort que j'avais prises quotidiennement à l'étranger. Mais j'essayais de ne pas juger. Ils n'avaient pas choisi de sortir du monde normal comme je l'avais fait. Lors de ma deuxième semaine de retour, j'ai décidé de passer devant l'ancienne maison de Palmer Woods. Je me suis dit que c'était juste par curiosité que je voulais voir comment les nouveaux propriétaires prenaient soin de la propriété. Mais en réalité, j'espérais apercevoir un fragment de mon ancienne vie, voir ce qui aurait pu être si les choses s'étaient passées différemment. La maison avait belle allure, meilleure que lorsque Becky et moi y avions vécu. Quelqu'un avait terminé la rénovation de la cuisine dont nous avions toujours parlé et ajouté une terrasse à l'arrière. La cour était impeccable, avec un nouvel aménagement paysager et une balançoire qui suggérait une famille avec de jeunes enfants. Alors que j'étais assis dans ma voiture de location de l'autre côté de la rue, la porte d'entrée s'est ouverte et une petite fille a couru dans la cour. Elle semblait avoir environ 6 ans, avec des cheveux blonds et ce qui ressemblait à des yeux verts, bien que j'étais trop loin pour en être certain. Elle était suivie par une femme que je ne reconnaissais pas, grande, brune, probablement au début de la trentaine. Puis David rit. Chardson a émergé de la maison et mon cœur s'est arrêté. Il portait un autre enfant. Celui-ci était clairement un bébé et il avait son bras autour de la femme brune. Il ressemblait à la famille parfaite jouant dans le jardin de la maison qui avait été la mienne. La petite fille, que je compris être Emma, courut vers David et lui serra les jambes. Il la souleva et la fit tournoyer, la faisant rire avec un plaisir évident. La scène était si domestique, si normale que cela me fit l'effet d'un coup de poignard dans la poitrine. C'était la vie que j'avais perdue, l'avenir auquel j'avais renoncé. Et David Richardson la vivait dans la maison que j'avais achetée avec l'enfant qui était peut-être le mien. Mais en les observant ensemble, je réalisais que quelque chose avait changé en moi pendant ces années à l'étranger. La rage qui m'avait poussé à quitter Détroit était toujours là, mais elle était tempérée par autre chose, une sorte d'acceptation lasse. David Richardson élevait Emma avec un amour et un dévouement évident. Elle était heureuse, en bonne santé et en sécurité. Quelle que soit la colère que je ressentais à propos des circonstances de sa conception, elle semblait moins importante que la réalité de son bien-être. Je partis, me sentant vide, en colère et étrangement soulagé, tout à la fois. Les voir ensemble avait finalement coupé le dernier lien émotionnel qui me rattachait à mon ancienne vie. Tout ce que j'avais perdu en quittant Détroit était vraiment parti maintenant, et il ne servait plus à rien de le pleurer. 2 jours plus tard, j'ai fait le premier investissement qui allait finalement me rendre riche au-delà de tout ce que j'avais imaginé à l'étranger. J'avais lu des informations sur une petite entreprise de fabrication appelée US Components qui luttait pour survivre. Elle était spécialisée dans les pièces usinées de précision pour l'industrie automobile, mais le déclin de Détroit était en train de tuer son activité. Le propriétaire, un vieil homme appelé Tom Jenkins, cherchait des investisseurs ou un acheteur qui pourrait maintenir l'entreprise à flot et préserver les emplois de ses 43 employés. J'ai rencontré Jenkins dans son usine du côté de Détroit, un vaste bâtiment en briques qui fabriquait des pièces automobiles depuis les années 1940. L'endroit était impressionnant, des machines de pointe, des ouvriers qualifiés et une réputation de qualité qui les avait maintenus en activité pendant plus de 60 ans. Mais ils perdaient énormément d'argent, car les constructeurs automobiles délocalisaient leur production à l'étranger ou exigeaient des prix plus bas, rendant de nombreux contrats non rentables. Je ne veux pas vendre à un vautour d'entreprise qui va dépouiller l'endroit et envoyer les emplois au Mexique, m'a dit Jenkins pendant que nous visitions l'installation. Ces gars sont avec moi depuis des années. Pour certains, leurs pères ont aussi travaillé ici. Je leur dois mieux que ça. Je lui ai fait une offre ce soir-là, 2,8 millions de dollars pour une participation majoritaire dans l'entreprise, avec Jenkins restant président et la garantie que je n'éliminerai pas d'emploi pendant au moins 2 ans. C'était la majeure partie de mon argent gagné à l'étranger. Mais quelque chose dans cet endroit me semblait juste. C'était peut-être la fierté que les ouvriers tiraient de leur savoir-faire. Ou peut-être était-ce simplement l'opportunité de construire quelque chose au lieu d'entretenir du matériel dans une zone de guerre.
L'audit préalable a duré 6 semaines, au cours desquelles j'ai appris plus sur la fabrication et la gestion d'entreprise que je ne l'aurais cru possible. Jenkins était un bon professeur et il semblait sincèrement soulagé d'avoir trouvé quelqu'un qui comprenait la valeur de ce qu'il avait bâti. Les ouvriers étaient initialement méfiants envers le nouveau propriétaire, surtout envers quelqu'un d'évidemment trop jeune pour avoir ce genre d'argent de source légitime. Mais ils se sont ouverts lorsqu'ils ont réalisé que j'étais plus intéressé par la croissance de l'entreprise que par la réduction des coûts. Ma première décision majeure a été de diversifier au-delà des pièces automobiles. Mes contacts dans l'industrie de la défense étaient toujours solides et la demande de composants de précision pour les applications militaires était croissante. En l'espace de 6 mois, nous avions décroché des contrats pour produire des pièces pour tout, des véhicules blindés à l'équipement de communication. Le travail était plus complexe et mieux rémunéré que les pièces automobiles. Mais il nécessitait des investissements dans de nouvelles machines et des ouvriers qualifiés supplémentaires. À la fin de ma première année en tant que propriétaire, GES Components avait doublé son chiffre d'affaires et créé 23 nouveaux emplois. Jenkins parlait de prendre une retraite anticipée, confiant que l'entreprise survivrait et prospérerait sous ma direction. Les ouvriers m'avaient élu patron de l'année. Lors de leur fête annuelle, un honneur qui comptait plus pour moi que toute décoration militaire que j'avais reçue. Mais le succès en affaires, j'étais en train de l'apprendre, ne se traduisait pas nécessairement par la satisfaction dans la vie. Je gagnais de l'argent et construisais quelque chose de valable. Mais je passais aussi la plupart de mon temps seul. Je vivais dans mon appartement en centre-ville, travaillais 12 heures par jour à l'usine et remplissais mes soirées de lecture professionnelle et de planification financière. J'étais prospère mais isolé, riche mais seul. C'est à cette époque que j'ai commencé à recevoir des invitations à des événements de l'industrie et à des réceptions professionnelles. La communauté manufacturière de Détroit était très soudée et la rumeur s'était répandue à propos du jeune vétéran qui avait sauvé GES Components. J'ai été invité à rejoindre la société d'ingénierie automobile, le Detroit Economic Club et une demi-douzaine d'autres organisations professionnelles. Au début, j'ai décliné la plupart des invitations. Je n'étais pas très porté sur le réseautage ou les mondanités, et je préférais garder ma vie professionnelle et personnelle séparée, mais Jenkins m'a convaincu que nouer des relations était essentiel pour le succès à long terme. J'ai donc commencé à assister à des événements sélectionnés. C'est lors d'un dîner de remise de prix pour l'excellence manufacturière que j'ai entendu parler pour la première fois des problèmes de l'entreprise de David Richardson. Je tenais une conversation polie avec un fournisseur lorsqu'il a mentionné que Richardson Industries était aux prises avec un important litige contractuel. Dommage pour David Richardson, a dit l'homme. Un brave type, une entreprise solide, mais il a vu trop grand avec ce contrat du Pentagone. On dit qu'il pourrait devoir vendre ou fusionner avec une entreprise plus grande juste pour survivre. J'aurais dû me sentir vengé. L'homme qui avait détruit mon mariage subissait enfin les conséquences. Mais au lieu de cela, je me suis retrouvé curieux des détails. Dans quel genre de problème était-il? À quel point la situation était-elle grave? Et peut-être le plus important, y avait-il une opportunité pour moi de tirer profit de son malheur? Au cours des semaines suivantes, j'ai fait des enquêtes discrètes sur Richardson Industries. L'entreprise était effectivement en difficulté. Il s'était engagé sur un gros contrat de défense sans réserve de capital suffisante, et les dépassements de coûts menaçaient de les ruiner. David cherchait des investisseurs, des partenaires ou des acheteurs, mais ces options étaient limitées par la nature spécialisée de son activité et l'état actuel de l'industrie de la défense. C'est Tom Jenkins qui a suggéré que je pourrais être intéressé à travailler avec Richardson Industries. Réfléchis-y, Jack, a-t-il dit un soir alors que nous examinions les rapports trimestriels. Leur technologie complète parfaitement la nôtre. Leur contrat nous donnerait accès à des travaux de défense de plus haut niveau. Et leur capacité de fabrication nous permettrait de soumissionner pour des emplois que nous ne pouvons pas gérer actuellement. Qu'en est-il de la direction, ai-je demandé, sans mentionner mon histoire personnelle avec David. Richardson a une bonne réputation en tant qu'ingénieur et chef de projet. Si tu pouvais travailler avec lui, tu aurais 15 ans d'expérience dans les travaux de défense spécialisés. Bien sûr, s'il y a des conflits de personnalité, des arrangements pourraient toujours être faits. L'idée était intrigante d'un point de vue commercial, mais je ne pouvais ignorer les implications personnelles. Travailler avec l'entreprise de David serait une sorte de justice poétique. L'homme qui m'avait pris ma femme et détruit mon mariage finirait par avoir besoin de mon aide pour sauver son entreprise. C'était un retournement de situation qui flattait ma fierté blessée. Mais c'était aussi l'occasion de prouver que j'avais dépassé le passé.
Si je pouvais travailler avec David professionnellement, si je pouvais séparer les affaires de l'histoire personnelle, cela démontrerait une maturité et une perspective que je n'étais pas sûr de posséder. J'ai passé 2 mois à faire des recherches sur Richardson Industries avant tout contact. L'entreprise était effectivement en difficulté, mais elle possédait des atouts précieux, des équipements de fabrication avancés, des ouvriers qualifiés et des contrats qui seraient rentables une fois la crise actuelle résolue. D'un point de vue purement financier, un partenariat avait du sens. Les dynamiques personnelles seraient plus compliquées, mais j'étais confiant de pouvoir les gérer. J'avais passé 4 ans dans des zones de guerre où les décisions de vie ou de mort étaient courantes. Sûrement, je pourrais gérer une relation d'affaires avec le mari de mon ex-femme. Je m'étais aussi trompé là-dessus. Mais je ne m'en rendrais compte qu'une fois assis en face de David Richardson dans le bureau de Tom, essayant de prétendre que le passé n'avait pas d'importance alors que tous mes instincts hurlaient à la vengeance. La réunion que Tom avait organisée était censée être de routine, avec un partenaire potentiel intéressé par nos systèmes de transmission. Je n'avais aucune idée que David serait là jusqu'à ce que j'entre dans le bureau et le voie se lever de sa chaise. Le choc de la reconnaissance nous a frappés tous les deux comme un coup physique. Et pendant un instant, la façade professionnelle que nous avions tous deux cultivée menaça de s'effondrer complètement. Mais nous étions tous deux adultes, tous deux hommes d'affaires, tous deux trop fiers pour mots. Faiblesse devant Tom. Nous nous sommes donc pliés aux formalités de la politesse tandis que l'air entre nous crépitait d'une hostilité tacite et d'une histoire compliquée. Au cours des mois suivants, David Richardson et moi avons développé ce que l'on pourrait généreusement appeler une relation de travail. Elle était professionnelle, profitable et d'une politesse douloureuse. Nous nous rencontrions chaque semaine pour discuter des spécifications de contrat, des calendriers de livraison et des exigences techniques. Nous n'avons jamais mentionné Becky, Emma, ni quoi que ce soit qui s'était passé avant mes années à l'étranger. Nous étions 2 hommes d'affaires poursuivant des intérêts mutuels. Rien de plus. L'ironie ne m'a pas échappé, Richardson Industries était en difficulté financière juste au moment où US Components prospérait. L'entreprise de David possédait l'expertise et les contrats dont nous avions besoin pour nous lancer dans des travaux de défense de plus haut niveau. Mais elle manquait de capital et de capacité de fabrication pour remplir ses obligations. Pendant ce temps, j'avais de l'argent, de l'équipement et une capacité de production. Mais j'avais besoin de leurs connaissances spécialisées et de leurs relations gouvernementales pour accéder aux contrats les plus lucratifs. C'était un partenariat parfait sur le papier. En réalité, c'était compliqué par le fait qu'à chaque fois que je regardais David Richardson, je voyais l'homme qui m'avait pris ma femme et la vie que j'avais prévue. Mais j'étais déterminé à prouver que j'avais tourné la page, que j'étais trop prospère et trop mature pour laisser l'histoire personnelle interférer avec les affaires. Le premier grand projet sur lequel nous avons collaboré fut un contrat pour produire des composants de transmission spécialisés pour les nouveaux véhicules blindés de transport de troupes de l'armée. Richardson Industries avait remporté le contrat, mais manquait de la capacité de fabrication pour respecter le calendrier de livraison. US Components avait l'équipement et les travailleurs qualifiés, mais nous n'avions jamais travaillé avec les spécifications militaires requises pour le projet. Ce pourrait être le début de quelque chose de grand pour les 2 entreprises, a dit David lors d'une de nos réunions de planification. Si nous pouvons livrer ce contrat à temps et en respectant le budget, cela ouvre la porte à toute une série de projets similaires. Il avait raison. Bien sûr, l'industrie de la défense connaissait un boom grâce aux opérations en cours en Irak et en Afghanistan, et les entreprises qui pouvaient se montrer fiables étaient récompensées par des contrats de plus en plus importants. Ce seul projet pourrait valoir des millions aux 2 entreprises au cours des prochaines années. De quoi avez-vous besoin de notre part, ai-je demandé, me concentrant sur les exigences techniques plutôt que sur l'homme qui les présentait. Principalement de la capacité de fabrication et du contrôle qualité. Votre équipement est meilleur que le nôtre et vos travailleurs ont de l'expérience avec les tolérances de précision que ces composants exigent. Nous pouvons nous occuper de la conception et de la liaison avec le gouvernement, mais nous avons besoin de vos installations pour produire réellement les pièces. C'était une division raisonnable du travail qui exploitait les forces de chaque entreprise. Richardson Industries gérerait les aspects techniques et bureaucratiques du contrat tandis que US Components se concentrerait sur la production et l'assurance qualité. En théorie, cela aurait dû fonctionner sans accroc. En pratique, cela signifiait que David Richardson passait plusieurs jours par semaine dans mes installations, travaillant avec mes ingénieurs et supervisant la production. Cela signifiait aussi que je devais me rendre régulièrement à ses bureaux pour des revues de conception et des inspections gouvernementales. Nous étions contraints à un niveau d'intimité professionnelle qui rendait notre politesse soignée de plus en plus difficile à maintenir.
La percée s'est produite lors d'une série de productions particulièrement difficiles, lorsque nous avons découvert un défaut dans les spécifications de conception originales. Les composants de transmission répondaient à toutes les exigences techniques, mais ils échouaient aux tests de résistance qui simulaient des conditions de combat. Nous avions moins d'une semaine pour identifier et résoudre le problème avant la première échéance de livraison. David et moi avons passé 3 jours d'affilée dans le laboratoire d'ingénierie de GES Components, travaillant côte à côte pour reconcevoir les composants problématiques. C'était la première fois depuis notre confrontation sur le parking que nous étions forcés de véritablement collaborer plutôt que de simplement coordonner nos efforts. Essayez d'augmenter l'épaisseur de la paroi ici, ai-je suggéré, montrant un point de contrainte critique sur les dessins techniques. Cela ajoutera du poids et du coût, a répondu David. Mais il calculait déjà les implications. Mais vous avez raison à propos de la concentration de contraintes. Et si nous redistribuions la charge avec une géométrie interne différente? Pendant les heures suivantes, nous avons travaillé comme des années auparavant, quand j'étais son employé, 2 ingénieurs résolvant un problème technique avec le genre d'intensité concentrée qui ignorait tout, sauf le défi à relever. Ce n'est que lorsque nous sommes finalement arrivés à une solution que j'ai réalisé à quel point nous étions devenus à l'aise l'un avec l'autre pendant le processus. Ça devrait faire l'affaire, a dit David, passant en revue nos calculs finaux. Bonne analyse des contraintes. J'avais complètement manqué ça. Votre solution géométrique était élégante. J'aurais juste ajouté plus de matière et dit que c'était suffisant, ai-je admis. Nous nous sommes regardés à travers la table de conférence couverte de plans et de feuilles de calcul. Et pendant un instant, cela a ressemblé au bon vieux temps. Puis le poids de notre histoire s'est réaffirmé et nous nous sommes tous deux repliés dans nos rôles professionnels. Nous devrions lancer la production immédiatement, a dit David, ramassant les papiers. Je brieferai mon équipe de production dès demain matin, ai-je répondu. Les composants reconçus ont passé tous les tests et ont été livrés dans les délais. L'armée a été si satisfaite de la qualité et de notre capacité à résoudre les problèmes sous pression qu'elle nous a attribué un contrat de suivi d'une valeur 2 fois supérieure au montant initial. Notre collaboration avait été un succès complet d'un point de vue commercial. Mais elle avait aussi révélé quelque chose que je n'étais pas prêt à reconnaître. Travailler avec David Richardson n'était pas aussi difficile que je l'avais imaginé. Il était compétent, professionnel et étonnamment facile de travailler avec lui lorsque nous nous concentrions sur les défis techniques plutôt que sur l'histoire personnelle. Dans d'autres circonstances, nous aurions pu redevenir amis. Le succès de notre premier projet en a entraîné d'autres. Au cours de l'année suivante, GES Components et Richardson Industries ont collaboré sur une demi-douzaine de contrats, allant de petites commandes spécialisées à d'importants engagements pluriannuels. Nos capacités combinées nous ont permis de concourir pour des projets qu'aucune des 2 entreprises n'aurait pu gérer seule. Les résultats financiers étaient impressionnants. Les revenus de GES Components ont doublé en 18 mois et nous avons ajouté 42 nouveaux employés pour gérer la charge de travail accrue. Richardson Industries a stabilisé ses finances et a commencé à développer son personnel d'ingénierie. Les 2 entreprises prospéraient et le partenariat était profitable pour toutes les parties concernées. Personnellement, la situation était plus compliquée. Travailler en étroite collaboration avec David m'a forcé à le voir autrement que comme le méchant de la destruction de mon mariage. Il était certainement capable de trahison. J'en avais fait l'expérience directe. Mais il était aussi intelligent, travailleur et généralement honnête dans ses relations professionnelles. La dissonance cognitive était troublante. C'est pendant cette période que j'ai fait mes premiers pas hésitants vers quelque chose ressemblant à une vie sociale. Le succès en affaires avait apporté des invitations à des événements de l'industrie, des fonctions caritatives et des réceptions sociales dans toute la région de Détroit. Je refusais la plupart d'entre elles, mais Jenkins m'a convaincu que le réseautage était essentiel pour une croissance continue. Tu ne peux pas bâtir un empire commercial depuis ton appartement, m'a-t-il dit sans embâche. À un moment donné, tu dois sortir et laisser les gens voir ce que tu as accompli. De plus, tu as 33 ans et tu vis comme un moine. Ce n'est pas sain. Il avait raison. Bien sûr, j'avais été tellement concentré sur le travail et le succès financier que j'avais négligé tous les autres aspects de la vie. J'avais de l'argent, une entreprise florissante et un respect professionnel. Mais j'étais aussi isolé et seul d'une manière que je commençais seulement à reconnaître. Ma première incursion dans les situations sociales fut un dîner de la société d'ingénierie automobile où j'étais honoré pour les contributions de GES Components au développement de véhicules militaires. J'ai failli me désister à la dernière minute, mais Jenkins a menacé d'accepter le prix en mon nom et de dire à tout le monde que j'étais trop asocial pour apparaître en public.
Le dîner a eu lieu au Detroit Athletic Club, un vieux bâtiment majestueux du centre-ville qui accueillait des événements d'affaires et sociaux depuis plus d'un siècle. Je suis arrivé nerveux et trop habillé, ayant passé beaucoup trop de temps à choisir un costume et une cravate appropriés pour un événement auquel je ne voulais pas particulièrement assister. L'heure du cocktail était le genre de mélange professionnel que j'avais appris à gérer pendant mes années à l'armée. Des conversations polies sur des sujets professionnels avec des gens que je connaissais à peine. Je commençais à penser que je pourrais réellement m'amuser lorsque j'ai aperçu David Richardson à travers la pièce. Il parlait avec un groupe d'entrepreneurs de la défense, gesticulant de manière animée à propos d'un point technique tandis que les autres écoutaient avec un intérêt évident. Il avait l'air à l'aise et confiant d'une manière qui me rappelait pourquoi Becky avait été attirée par lui en premier lieu. David Richardson était le genre d'homme qui attirait l'attention dans les situations sociales, qui faisait paraître le réseautage sans effort. Nos regards se sont croisés à travers la pièce, et il a hoché la tête poliment avant de reprendre sa conversation. La reconnaissance fut brève et professionnelle, mais elle fut suffisante pour me rappeler que notre relation d'affaires avait rendu impossible de nous éviter complètement. La communauté manufacturière de Détroit était suffisamment petite pour que nous nous rencontrions inévitablement lors d'événements de l'industrie. Cette pensée me dérangeait plus que cela n'aurait dû. Je m'étais convaincu que j'avais tourné la page, que je pouvais travailler avec David professionnellement sans laisser l'histoire personnelle interférer. Mais le voir dans son élément, charmant des clients potentiels et construisant des relations qui profiteraient à son entreprise, a ramené tous les vieux sentiments d'insuffisance et de ressentiment. J'envisageais une sortie anticipée lorsqu'une femme m'a abordé au bar. « Vous êtes Jake Sullivan, n'est-ce pas » a-t-elle dit avec un sourire amical sans être flirt. « Je suis Amanda Mitchell. Je travaille pour West Coast Précision. Nous espérions avoir l'occasion de vous rencontrer. » Amanda Mitchell était grande et athlétique, avec des cheveux foncés et des yeux bruns intelligents qui suggéraient qu'elle était quelqu'un qui prêtait attention aux détails. Elle était habillée professionnellement mais pas sévèrement et elle avait l'assurance confiante qui vient du succès dans un domaine compétitif. « Heureux de vous rencontrer, ai-je répondu, reconnaissant de cette distraction à ma mélancolie. « Que puis-je faire pour West Coast Précision ?»« En fait, il s'agit plutôt de ce que nous pourrions faire l'un pour l'autre, a-t-elle dit. Nous sommes spécialisés dans la mesure de précision et le contrôle qualité. Les systèmes pour les applications manufacturières. Je crois savoir que GES Components développe ses activités dans le domaine de la défense, et nous pensons que notre équipement pourrait vous aider à maintenir les normes de précision requises pour les contrats militaires. La conversation qui suivit fut purement professionnelle, mais Amanda Mitchell était clairement quelqu'un qui maîtrisait son domaine et comprenait les défis auxquels sont confrontés les fabricants de l'industrie de la défense. Elle posa des questions pertinentes sur nos processus de production et fit des suggestions qui démontraient une véritable expertise en matière de système de contrôle qualité. « Je serais intéressé de voir ce que vous avez à offrir, dis-je alors que notre conversation touchait à sa fin. Pourquoi ne pas planifier une visite de nos installations la semaine prochaine ? J'aimerais beaucoup, répondit-elle en me tendant sa carte de visite. Mais je devrais probablement mentionner que je suis basé à Los Angeles. West Coast Précision est une entreprise californienne, et je ne suis à Détroit que pour cette conférence. C'est un long chemin à parcourir pour un simple rendez-vous commercial. Pas quand le client potentiel est aussi intéressant que GES Components, dit-elle avec un sourire qui était nettement plus que professionnel. D'ailleurs, je n'ai jamais été à Détroit. Il paraît qu'il y a d'excellents restaurants ici. La suggestion était subtile mais sans équivoque. Amanda Mitchell s'intéressait à plus que des affaires, et elle était suffisamment confiante pour me le faire savoir sans être insistante. Cela faisait longtemps qu'une femme attirante et intelligente ne m'avait pas montré d'intérêt, et je me trouvais plus flatté que je ne voulais l'admettre. Il y en a, lui confirmai-je. Je serais ravi de vous en montrer quelques-uns si vous décidez de prolonger votre séjour. Je pourrais bien le faire, dit-elle, et je la crus sur parole. Notre conversation fut interrompue par l'appel au dîner, et nous fûmes placés à des tables différentes, mais je me surprena à la chercher du regard tout au long de la soirée. Pendant la cérémonie de remise des prix, lorsque je fus appelé sur scène pour accepter une reconnaissance pour les contributions de GES Components à la fabrication de produits de défense, je la remarquai applaudir avec enthousiasme depuis l'autre bout de la salle. La récompense en elle-même était peu de chose, une plaque et quelques mots d'éloge du président de la société, mais elle représentait quelque chose de plus grand. J'étais reconnu non seulement pour mon succès commercial, mais aussi pour ma contribution à quelque chose de significatif. Le travail que nous faisions chez GES Components aidait à protéger les soldats dans les zones de combat, en leur fournissant un meilleur équipement et des véhicules plus sûrs.
Il ne s'agissait plus seulement d'argent. Après la cérémonie, Amanda me trouva à la réception. « Félicitations, dit-elle. C'était une reconnaissance bien méritée. »« Merci. C'est agréable d'être reconnu, mais le vrai mérite revient à mon équipe. »« Parlez comme un vrai leader, » répliqua-t-elle. « Je me suis renseigné sur vous ce soir. Les gens sont impressionnés par ce que vous avez bâti chez US Components. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Que vous êtes brillant, dévoué et entièrement concentré sur votre travail. Aussi, que vous êtes un peu mystérieux. Personne ne semble en savoir beaucoup sur votre vie personnelle. » L'observation était gênante de précision. J'avais été tellement concentré sur la réussite professionnelle que j'avais pratiquement éliminé tout le reste de ma vie. Je travaillais, je rentrais chez moi, je lisais des publications industrielles et je dormais. Ce n'était pas vraiment une existence, mais cela avait rempli son objectif en m'aidant à me reconstruire après l'étranger et le divorce. Pas beaucoup de mystère là-dedans, dis-je. Je ne suis juste pas très sociable. Peut-être n'avez-vous simplement pas trouvé les bonnes situations sociales, suggéra Amanda. Ou les bonnes personnes avec qui être sociable. La suggestion flottait dans l'air entre nous, pleine de possibilités que je n'étais pas sûr d'être prêt à explorer. Cela faisait plus de 4 ans depuis Becky, et je n'avais pas sérieusement envisagé de sortir avec quelqu'un pendant cette période. La combinaison du service à l'étranger, du divorce et de la construction de l'entreprise m'avait laissé épuisé émotionnellement et obsédé par le travail. Mais Amanda Mitchell était intelligente, attirante et manifestement couronnée de succès par elle-même. Elle était aussi de Los Angeles, ce qui signifiait que toute relation serait géographiquement compliquée. Cela pourrait même être un avantage. Cela empêcherait les choses de devenir trop sérieuses trop vite. « J'ai l'intention de rester tout le week-end, dit-elle, lisant apparemment dans mes pensées. Si vous êtes sérieux au sujet de me montrer ces restaurants, je le suis, répondis-je, me surprenant moi-même par la sincérité de ma réponse. Nous avons passé le samedi soir dans un petit restaurant italien de l'Eastern Market à parler de tout sauf des affaires. Amanda avait grandi à San Diego, obtenu un MBA de l'UCLA et passé 5 ans à transformer West Coast Précision d'une start-up en une entreprise régionale prospère. Elle était intelligente, ambitieuse et avait un sens de l'humour pince sans rire qui m'a fait rire tout au long du dîner. « Alors, quelle est votre histoire » demanda-t-elle au dessert. « La biographie officielle dit que vous êtes un vétéran qui a acheté US Components il y a 3 ans, mais cela n'explique pas comment un ingénieur de 33 ans a réussi à financer l'acquisition d'une entreprise de plusieurs millions de dollars. Je lui ai donné la version édulcorée, service militaire, travail de sous-traitance de défense à l'étranger, investissement intelligent et une opportunité d'acheter une entreprise en difficulté mais avec de bons fondamentaux. Tout était vrai, dans la mesure où cela allait, mais cela laissait de côté le drame personnel qui avait motivé mes choix de carrière. C'est une trajectoire impressionnante, dit-elle quand j'eus fini. Mais on dirait aussi que cela n'a pas laissé beaucoup de temps pour les relations personnelles. Non, admis-je, ce ne fut pas le cas. Mauvaise rupture, demanda-t-elle doucement. Quelque chose comme ça. Amanda était assez perspicace pour ne pas insister sur les détails, mais la question me rappela que ma vie sentimentale était encore profondément compliquée par le passé. Je ne lui avais pas parlé de Becky, ni de David, et du réseau complexe de relations professionnelles et personnelles qui définissait ma situation actuelle. Finalement, si nous continuions à nous fréquenter, ces conversations deviendraient nécessaires. Mais pour l'instant, il suffisait de profiter de la compagnie d'une femme intelligente et attirante qui semblait sincèrement intéressée à me connaître. Nous avons parlé jusqu'à la fermeture du restaurant, puis nous avons marché dans le centre-ville de Détroit par cette fraîche soirée d'octobre, poursuivant notre conversation sur les affaires, les voyages et les défis de bâtir une carrière dans des industries compétitives. « Je devrais probablement retourner à mon hôtel », dit Amanda alors que nous atteignions sa voiture de location. « Volto demain. »« Je suis content que vous ayez décidé de rester un jour de plus, » dis-je. « Moi aussi. » Elle fit une pause, puis se mit sur la pointe des pieds pour m'embrasser légèrement sur la joue. « J'aimerais vous revoir, Jake. Je sais que la géographie est compliquée, mais je voyage fréquemment pour le travail. Et Los Angeles n'est pas si loin de Détroit si vous êtes motivé à faire le voyage. »« Je pense que je pourrais l'être, » répondis-je, et je le pensais. Nous avons échangé nos coordonnées et fait des plans provisoires pour qu'elle visite US Components lors de son prochain voyage d'affaires dans le Midwest. Alors que je la regardais partir en voiture, je réalisais que pour la première fois depuis des années, j'attendais avec impatience quelque chose qui n'avait rien à voir avec le travail,
l'argent ou le fait de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Au cours des semaines suivantes, Amanda et moi avons commencé ce que l'on pourrait généreusement appeler une idylle à distance. Nous nous parlions au téléphone plusieurs fois par semaine, échangions des courriels sur des sujets professionnels et personnels, et faisions des plans pour de futures visites. Elle devait venir à Détroit en novembre pour la visite des installations de US Components dont nous avions discuté, et je planifiais provisoirement un voyage à Los Angeles pendant les vacances. L'impatience de la revoir me donnait quelque chose à espérer au-delà du travail, et je me surpris à accorder plus d'attention à des aspects de la vie que j'avais négligés. J'ai acheté de nouveaux vêtements, fait décorer mon appartement par un professionnel et même commencé à faire de l'exercice régulièrement dans une salle de sport près du bureau. Cela faisait du bien de se soucier d'autre chose que des bénéfices trimestriels et des calendriers de production. Ces changements n'échappèrent pas à Tom Jenkins, qui me surveillait avec l'attention inquiète d'une figure paternelle. « Vous semblez plus heureux ces derniers temps », observa-t-il un après-midi alors que nous examinions les derniers rapports financiers. Plus comme le jeune officier que je me souviens avoir rencontré il y a quelques années. Je me sens mieux, admis-je. Il s'avère qu'il y a plus dans la vie que le travail. Il t'a fallu du temps pour t'en rendre compte, dit-il avec un sourire. Comment s'appelle-t-elle? Amanda Mitchell. Elle dirige une entreprise à Los Angeles. Longue distance, hein? C'est soit très romantique, soit très pratique, selon la façon dont on le voit. Probablement les deux, répondis-je. L'appel téléphonique arriva un mardi après-midi, fin octobre, alors que je me préparais à quitter le bureau pour une réunion de production. C'était David Richardson, et sa voix était tendue comme je ne l'avais jamais entendue auparavant. « Jake, j'ai besoin de te demander un service. » Un gros. « Qu'est-ce qui ne va pas? » Becky est à l'hôpital. Elle s'est effondrée hier à la maison, et les médecins ils disent que c'est grave. J'ai Emma avec moi, mais je dois être à l'hôpital, et je ne peux pas emmener une enfant de 8 ans aux soins intensifs. La demande était implicite, mais claire. Il avait besoin d'aide pour garder l'enfant pendant une crise familiale. Dans des circonstances normales, ce serait le genre de service que les amis et la famille se rendent mutuellement. Mais nos circonstances étaient tout sauf normales. « De quoi as-tu besoin ?» demandai-je. « Pourrais-tu garder Emma quelques heures? Je sais que c'est beaucoup demandé étant donné notre passé, mais je n'ai personne d'autre en qui j'ai confiance. Mes parents sont en Floride. La sœur de Becky arrive du Texas en avion, mais n'arrivera que demain. Et Emma ne connaît aucune babysitter suffisamment bien pour être à l'aise avec elle dans une situation pareille. » La demande était à la fois raisonnable et impossible. Emma était peut-être ma fille biologique. Nous n'avions jamais fait de test ADN pour trancher la question, mais elle ne me connaissait que comme l'un des associés commerciaux de papa. Lui demander de passer du temps avec un quasi-inconnu pendant une crise familiale semblait cruel. Mais David Richardson, l'homme qui avait détruit mon mariage, me demandait mon aide pour protéger un enfant qui pourrait être le mien d'un traumatisme qu'elle était trop jeune pour comprendre. L'ironie était presque accablante. « Où voudrais-tu que je l'emmène ?» demandai-je. « N'importe où elle serait à l'aise. Ma maison, un parc, McDonald's. Je m'en fiche. Juste quelque part loin de tout ça jusqu'à ce que je puisse comprendre ce qui se passe avec Becky. J'arrive tout de suite. » Je l'ai trouvée au Detroit Medical Center où Emma était assise sur une chaise de salle d'attente bien trop grande pour elle, serrant un éléphant en peluche et semblant confuse et effrayée. David faisait les 100 pas à proximité, parlant à voix basse et urgente avec un médecin que je ne reconnaissais pas. Emma leva les yeux quand je m'approchai et je fus frappé par sa ressemblance avec Becky à cet âge, les mêmes cheveux blonds, les mêmes yeux verts, les mêmes traits délicats. Mais il y avait quelque chose dans son expression, une sorte de détermination obstinée face à la confusion qui me rappelait moi-même. « Salut, EM. »« Ah, dis-je en m'agenouillant à sa hauteur. Je suis Jake. Je travaille avec ton papa. Je sais qui tu es, dit-elle solennellement. Papa dit que tu es très intelligent et que tu construis des choses importantes. Ton papa est très intelligent aussi. Il m'a demandé de passer du temps avec toi pendant qu'il parle au médecin à propos de maman. Maman va s'en sortir, demanda-t-elle avec le genre d'honnêteté directe que seuls les enfants possèdent. Les médecins travaillent très dur pour s'assurer que oui, répondis-je, ce qui était la vérité sans être ni un faux espoir ni une honnêteté dévastatrice. David termina sa conversation avec le docteur et vint vers nous. « Emma, chérie, Monsieur Jake va t'emmener manger une glace pendant que je reste ici avec maman. Ça te va? »
On pourra revenir après la glace, demanda-t-elle. On verra, dit David, ce que nous comprîmes tous deux signifiait pas aujourd'hui. Les 3 heures suivantes furent parmi les plus difficiles et les plus enrichissantes de ma vie. Emma Richardson était intelligente, curieuse et remarquablement résiliente pour une enfant de 8 ans confrontée à une crise familiale. Nous allâmes dans un glacier voisin, puis dans un petit parc où elle put courir et brûler une partie de l'énergie nerveuse qui venait de ne pas comprendre pleinement ce qui se passait. « Tu as des enfants ?» demanda-t-elle alors que nous étions assis sur un banc à regarder les canards dans un petit étang. « Non, répondis-je. Tu penses que je devrais en avoir ?» Elle considéra la question avec le sérieux que les enfants apportent aux sujets importants. « Peut-être. Tu es plutôt doué pour parler aux enfants. Et tu n'essaies pas de me faire rester tranquille tout le temps comme certains adultes. Que veux-tu faire quand tu seras grande ? demandai-je. Astronaute, répondit-elle immédiatement. Ou peut-être médecin comme ceux qui aident maman. Ou peut-être quelqu'un qui construit des choses importantes comme toi et papa. Ce sont tous de bons choix. Tu es assez intelligente pour faire n'importe lequel d'entre eux. Papa dit que je suis intelligente comme lui et jolie comme maman. Mais je pense que je suis courageuse comme eux deux. Ce commentaire me frappa comme un coup de poing en pleine poitrine. Cette remarquable petite fille, qui était peut-être ma fille biologique, ou peut-être pas, avait été façonnée par l'amour de David Richardson et l'influence de Becky pour devenir quelqu'un que j'étais déjà fier de connaître. Quelle que soit la colère que j'avais ressentie concernant les circonstances de sa conception, elle semblait insignifiante comparée à la réalité de la personne qu'elle devenait. Quand David appela pour dire qu'il était prêt à venir la chercher, Emma demanda si elle pourrait me revoir bientôt. « Je me suis amusée aujourd'hui, dit-elle. Même si c'était censé être triste à cause de maman. Je me suis amusée aussi, répondis-je, et je le pensais plus qu'elle ne pouvait le comprendre. David arriva, l'air épuisé et plus vieux que ses 39 ans. Emma courut vers lui immédiatement et il la souleva avec le genre de tendresse automatique qui vient de nombreuses années de pratique. « Comment va-t-elle ? demandai-je doucement. « Stable pour l'instant. Les médecins pensent que c'est son foie. Trop d'alcool pendant trop d'années. Ils ne savent pas encore à quel point c'est grave. Je suis désolé. Merci pour tout. Emma n'a pas arrêté de parler de votre après-midi ensemble quand j'ai appelé pour prendre de vos nouvelles. C'est une enfant remarquable. Oui, elle l'est. » David marqua une pause, puis dit quelque chose qui me prit complètement au dépourvu. « Jake, je sais que c'est compliqué, mais Emma a vraiment aimé passer du temps avec toi. Si jamais tu voulais la revoir, non pas par obligation ou à cause de notre passé, juste parce que vous semblez vous apprécier sincèrement, je pense que ce serait bon. Pour elle. » L'offre était généreuse et inattendue. David Richardson me donnait l'opportunité de développer une relation avec une enfant qui pourrait être ma fille sans aucune exigence ni attente concernant le passé. C'était plus que ce que j'osais espérer et plus de pardon que ce que je méritais probablement. « J'aimerais beaucoup ça, répondis-je. Bien. Trouvons un moyen d'y arriver. » Alors que je les regardais partir en voiture, la petite fille qui pourrait être la mienne et l'homme qui l'avait élevée avec un amour et une dévotion évidents, je réalisais que ma colère soigneusement construite à propos du passé commençait enfin à s'estomper. David Richardson avait fait des erreurs, certes, mais il s'était aussi investi pour être un père pour Emma d'une manière que je n'avais jamais pu. Le ressentiment que j'avais nourri à l'idée qu'il ait pris ma place dans la vie de Becky semblait insignifiant comparé à la gratitude que je ressentais de l'avoir vu donner à Emma la stabilité et l'amour dont elle avait besoin. Les quelques semaines suivantes apportèrent des changements majeurs à toutes nos vies. L'état de Becky se stabilisa, puis s'améliora progressivement alors qu'elle s'engageait dans un traitement sérieux pour son alcoolisme. Emma commença à passer un week-end sur 2 avec moi, initialement comme une continuation de l'aide à la garde d'enfants dont David avait besoin, mais progressivement comme quelque chose que nous trois, David, Emma et moi, apprécions sincèrement. La visite d'Amanda à Détroit en novembre fut un succès tant professionnel que personnel. Elle fut impressionnée par l'usine de composants US et commença à travailler sur une proposition d'équipement de contrôle qualité qui pourrait bénéficier aux 2 entreprises. Plus important encore, elle fut charmée par Emma, qui s'attacha immédiatement à elle avec cette acceptation spontanée que les enfants montrent parfois envers les adultes en qui ils ont une confiance instinctive. « Elle est merveilleuse », me dit Amanda alors que nous regardions Emma démontrer ses talents sur l'aire de jeu dans un parc près de mon appartement. « Tu es merveilleux avec elle aussi. Très naturel. Je suis encore en train de comprendre, admis-je, toute la situation est compliquée. Les meilleures relations le sont généralement, répondit Amanda.
Ce qui compte, c'est que vous vous souciez visiblement l'un de l'autre. Ce soir-là, après qu'Emma se soit endormie sur mon canapé en regardant un film Disney, Amanda et moi parlâmes de l'avenir. Son entreprise était florissante, et elle envisageait d'ouvrir un bureau sur la côte et qui nécessiterait quelqu'un pour gérer les opérations à Détroit et dans les environs. J'envisageais d'étendre mes activités au-delà des contrats de défense, vers le secteur automobile civil, ce qui bénéficierait des systèmes de contrôle qualité que son entreprise fournissait. Nous pourrions être partenaires, suggéra-t-elle, en affaires et peut-être aussi d'autres manières. C'est une grande décision, répondis-je. Les meilleures décisions le sont généralement, dit-elle, faisant écho à son commentaire précédent sur les relations. Je commençais à penser qu'elle avait peut-être raison à ce sujet. Le printemps suivant apporta des nouvelles qui changèrent tout à nouveau. L'entreprise de David Richardson avait reçu une offre de Global Defense Corporation, un important entrepreneur de défense qui souhaitait acquérir Richardson Industries purement et simplement. L'offre était assez généreuse pour résoudre tous ses problèmes financiers et assurer l'avenir d'Emma, mais elle signifierait aussi la fin de notre collaboration et probablement son départ de Détroit. Je ne suis pas obligé de l'accepter, me dit-il lors d'une de nos réunions de projet régulières. L'entreprise va bien maintenant, en grande partie grâce à notre partenariat. Je pourrais probablement la reconstruire pour qu'elle retrouve son niveau d'avant les difficultés financières, mais... L'interrompis-je. Mais Emma grandit, et je veux m'assurer qu'elle ait toutes les opportunités possibles. L'argent de cette vente paierait ses études universitaires, son école supérieure, tout ce qu'elle veut faire. Et Global Defense m'a offert un poste à la tête de leurs opérations sur la côte est, ce qui signifierait déménager en Virginie. C'est une bonne opportunité. Oui, mais cela signifierait aussi quitter Détroit, quitter le partenariat que nous avons bâti. Et cela signifierait éloigner Emma d'eux. Il marqua une pause, luttant pour formuler ce que nous pensions tous les deux, mais n'avions jamais directement abordé. Loin de moi, terminai-je. Oui, je sais que tu t'es rapproché d'elle. Je sais que cette situation est compliquée par des questions que nous n'avons jamais vraiment résolues. S'il y a une chance qu'Emma soit. David, l'interrompis-je. Emma est ta fille à tous égards importants. Tu l'as élevée, aimée, tu as été là pour elle chaque jour. Hors de sa vie. La biologie ne change rien à cela, mais cela pourrait compter pour toi et cela pourrait compter pour elle un jour. La conversation que nous avions évitée pendant plus d'1 an avait enfin lieu. La question de la paternité d'Emma avait été l'éléphant dans la pièce tout au long de notre relation renouvelée. Tacite, mais toujours présente. Tu as raison, dis-je finalement. Cela pourrait compter un jour, mais ce qui compte maintenant, c'est ce qui est le mieux pour Emma. Si cette opportunité est meilleure pour son avenir, alors tu devrais la saisir. Et si elle est ta fille biologique? Je pensais à la petite fille qui avait passé le week-end précédent à m'apprendre à jouer aux échecs et à insister sur le fait que les astronautes auraient besoin de comprendre l'ingénierie pour construire des stations spatiales. Je pensais à sa détermination tenace, à son intelligence vive et à sa confiance absolue qu'elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Alors je suis reconnaissant qu'elle t'ait eu pour père, dis-je. Et j'espère qu'un jour, quand elle sera plus âgée et pourra comprendre toute l'histoire, elle voudra aussi maintenir une sorte de relation avec moi. David resta silencieux un long moment. Tu sais, quand tout cela a commencé, quand Becky et moi, quand notre liaison a commencé, je me suis dit que toi et elle n'étiez pas vraiment heureux ensemble, que je vous rendais service à tous les deux en forçant la situation. C'était un mensonge commode qui me permettait de justifier mes actions. Peut-être que ce n'était pas entièrement un mensonge, répondis-je, me surprenant moi-même. Peut-être que Becky et moi n'aurions pas duré de toute façon. Nous étions jeunes. Nous voulions des choses différentes. Et nous étions probablement plus amoureux de l'idée d'être mariés que l'un de l'autre. C'est généreux de ta part. C'est honnête. J'ai passé des années à être en colère à cause de ce que tu m'avais pris. Mais peut-être que ce que tu as vraiment fait, c'est me libérer pour devenir quelqu'un que je ne serais pas devenu autrement. L'homme qui était marié à Becky n'aurait jamais survécu à l'étranger, ni construit US Components, ni été assez fort pour t'aider avec Emma pendant la crise hospitalière. Alors, tu dis que tu m'as rendu service en couchant avec ta femme, demanda David avec un sourire ironique. Je dis que parfois les pires choses qui nous arrivent s'avèrent être nécessaires pour les meilleures choses qui viennent plus tard. Ce fut une conversation qui aurait dû avoir lieu des années plus tôt, mais aucun de nous n'y avait été prêt avant maintenant. La colère et le ressentiment qui avaient défini notre relation pendant si longtemps cédaient enfin la place à quelque chose qui ressemblait à de la compréhension, sinon tout à fait à de l'amitié.
David a finalement décidé d'accepter l'offre d'acquisition. Richardson Industries a été vendu à Global Defense Corporation pour un prix qui le rendait financièrement sûr pour la vie et garantissait l'avenir éducatif d'Emma. Il déménagerait en Virginie à l'automne pour diriger les opérations de la côte et pour son nouvel employeur. Amanda et moi avons décidé d'officialiser notre partenariat tant sur le plan professionnel que personnel. Elle a déménagé à Détroit de façon permanente et nous avons fusionné nos entreprises pour former Sullivan Mitchell Technologies, spécialisée dans la fabrication de précision et les systèmes de contrôle qualité pour les applications de défense et automobile. Nous nous sommes également mariés lors d'une petite cérémonie au Détroit Athletic Club, avec Emma comme demoiselle d'honneur et Davy. Il était question de l'accompagner jusqu'à l'hôtel lorsqu'il est devenu clair que Becky, bien que sobre et en meilleure santé, n'était pas encore assez stable pour y assister. La dernière conversation importante que David et moi avons eue avant qu'il ne déménage en Virginie concernait la future relation d'Emma avec moi. Elle avait 9 ans à l'époque, assez âgée pour comprendre que sa situation familiale était plus complexe que la plupart, mais encore assez jeune pour l'accepter sans jugement. « Je veux qu'elle connaisse toute la vérité quand elle sera plus âgée », a dit David. « Sur toi et Becky, sur l'incertitude concernant sa paternité, sur tout ça. Elle mérite de prendre ses propres décisions concernant ses relations en se basant sur des informations complètes. » D'accord. Mais pour l'instant, ton oncle Jake, l'ami de papa, qui tient beaucoup à elle quand elle sera assez âgée pour comprendre la biologie, la génétique et les relations adultes, lui dira tout et la laissera décider ce que cela signifie pour elle. C'est juste. J'ai encore une chose à te demander, a dit David. Une chose importante. Qu'est-ce que c'est? Si quelque chose m'arrive, si je meurs ou deviens incapable de m'occuper d'Emma, je veux que tu sois son tuteur. J'ai déjà modifié mon testament et j'en ai parlé à mes avocats. Becky n'est toujours pas assez stable pour être une mère célibataire, et Emma t'aime. Le feras-tu? La demande était énorme et inattendue. David Richardson me demandait d'être prêt à élever l'enfant qui était peut-être ma fille biologique, mais qui était assurément sa fille dans tous les sens pratiques du terme. Oui, ai-je dit sans hésitation. Bien sûr, je le ferai. Merci. Je ne peux pas te dire ce que ça représente pour moi. Nous nous sommes serrés la main ce jour-là avec une formalité qui ressemblait à la fin d'un chapitre et au début d'un autre. L'homme qui avait été autrefois mon patron, puis mon ennemi, puis mon associé, devenait finalement quelque chose qui s'approchait d'un ami. Il avait fallu 8 ans pour en arriver là, mais nous avions tous deux appris des choses sur le pardon et les secondes chances que nous n'aurions pas pu comprendre plus jeunes. Emma s'est adaptée au déménagement en Virginie avec la résilience qui l'avait toujours caractérisée. Elle venait à Détroit pendant les vacances scolaires et passait plusieurs semaines chaque été avec Amanda et moi. Elle a maintenu des relations étroites avec David et moi, ne semblant jamais confuse ou accablée par la complexité d'avoir 2 figures paternelles dans sa vie. Pour son 12e anniversaire, elle a annoncé qu'elle avait décidé de devenir ingénieure, comme ses 2 pères. Et elle voulait comprendre comment tout fonctionnait, les stations spatiales, les voitures, les ordinateurs, et surtout les systèmes de contrôle qualité que la partie de notre entreprise gérée par Amanda produisait. Je crois que quand je serai grande, je veux construire des choses qui protègent les gens, nous a-t-elle dit. Comme ce que vous fabriquez pour les soldats, mais peut-être aussi pour les astronautes. C'était le genre d'objectif ambitieux qui aurait semblé impossible quand elle était une enfant de 8 ans confuse assise dans une salle d'attente d'hôpital. Mais Emma Richardson était devenue le genre de jeune femme déterminée et intelligente qui pouvait probablement accomplir tout ce qu'elle entreprenait. L'entreprise a continué de prospérer. Sullivan Mitchell Technologies est devenu l'un des principaux fabricants spécialisés du Midwest. Avec des contrats allant des véhicules militaires aux composants aérospatiaux, Amanda s'est avérée être non seulement une excellente associée, mais aussi une épouse aimante qui comprenait à la fois mes ambitions et mon passé compliqué. Nous avons eu notre premier enfant ensemble, un fils que nous avons nommé Michael quand Emma avait 13 ans. Elle était ravie d'avoir un petit frère et a immédiatement commencé à planifier son avenir en tant qu'ingénieur astronaute qui travaillerait avec elle sur les colonies martiennes. Il pourra s'occuper des systèmes de survie pendant que je travaillerai sur la propulsion, a-t-elle expliqué d'un ton neutre. Comme si le voyage interplanétaire n'était qu'un autre défi d'ingénierie à résoudre. 3 ans plus tard, quand Emma avait 16 ans et Michael 3, David Richardson est décédé subitement d'une crise cardiaque alors qu'il faisait son jogging près de chez lui en Virginie. Il n'avait que 42 ans, apparemment en bonne santé, et était complètement impréparé à une crise coronarienne massive qui l'a emporté avant l'arrivée des ambulanciers. Les funérailles furent dévastatrices pour Emma,
qui avait perdu l'homme qui avait été sa principale figure paternelle tout au long de sa vie. Amanda et moi nous sommes immédiatement envolés pour la Virginie, et je me suis retrouvé dans la position surréaliste de consoler la fille que je n'avais jamais officiellement reconnue tout en organisant les funérailles de l'homme qui l'avait élevée. Je ne comprends pas, sanglotait Emma dans mes bras au salon funéraire. Il était censé être là quand j'aurais mon diplôme de fin d'études secondaires. Il était censé me mener à l'hôtel quand je me marierais. Il était censé rencontrer ses petits-enfants. Je sais, mon cœur. La vie ne se déroule pas toujours comme on le prévoit. Mais tu seras toujours là, n'est-ce pas? Même si tu n'es pas vraiment mon père. La question m'a brisé le cœur et l'a réparé en même temps. Emma demandait l'assurance que je remplacerais le rôle paternel que David ne pouvait plus assurer, tout en reconnaissant simultanément l'incertitude biologique qui avait toujours existé entre nous. Je serai là, ai-je promis, pour tout. Diplôme, mariage, petits-enfants, tout cela. Je t'aime tout autant que si tu étais ma fille biologique. Et cela ne changera jamais. Bien, dit-elle en me serrant plus fort, parce que je t'aime aussi comme si tu étais mon vrai père. Emma est revenue s'installer définitivement à Détroit après la mort de David. Vivant avec Amanda et moi tout en terminant ses études secondaires, la transition a été difficile pour nous tous. Elle était en deuil. Nous nous adaptions au rôle de parents à plein temps d'une adolescente. Et le pros. Et ces suites d'adoption légale exigeaient de naviguer à travers des questions complexes de paternité et de consentement que nous avions réussi à éviter pendant des années. C'est au cours de ce processus que nous avons finalement décidé de faire un test ADN pour régler la question de la filiation biologique d'Emma une fois pour toutes. Elle avait 17 ans à ce moment-là, assez âgée pour comprendre les implications et assez mature pour gérer ce que les résultats révéleraient. Nous avions évité le test pendant des années car la vérité ne semblait pas nécessaire. David était son père à tous égards importants, et j'étais l'oncle Jake qu'il aimait inconditionnellement. Mais avec David disparu et l'adoption légale en cours, nous avions besoin de réponses définitives. Le délai avait également été une protection émotionnelle pour nous tous. Tant que la question restait sans réponse, Emma pouvait nous appartenir à tous les deux d'une manière qui rendait la situation compliquée supportable. Le test a confirmé ce que je soupçonnais depuis des années. Emma était bel et bien ma fille biologique. Le moment de l'affaire de Becky avec David était tel qu'il ne pouvait pas en être le père, bien qu'il n'ait jamais exigé de preuves et l'ait élevé comme son propre enfant. Quoi qu'il en soit, la révélation que la confession de Becky concernant le moment de l'affaire avait été légèrement inexacte, que ce soit intentionnellement ou à cause du chaos émotionnel du moment, n'a pas changé la réalité fondamentale que David avait été le père d'Emma à tous égards importants. Alors, tu es vraiment mon père, a dit Emma quand nous avons reçu les résultats. Vous l'étiez tous les deux, de différentes manières. Comment te sens-tu à ce sujet, demanda Amanda doucement. Reconnaissante, a répondu Emma. J'ai eu deux pères qui m'ont aimé au lieu d'un seul. Combien d'enfants peuvent dire ça? C'était une réponse mature qui démontrait à quel point David l'avait bien élevé et avec quel succès nous avions tous géré une situation impossible. Emma avait grandi aimée, soutenue et confiante en sa place dans le monde. Malgré les circonstances compliquées de sa conception et de son éducation, elle a obtenu son diplôme de major de promotion au lycée et a été acceptée au MIT où elle prévoyait d'étudier l'ingénierie aérospatiale avec une spécialisation dans les systèmes de survie pour les missions spatiales de longue durée. C'était exactement le genre d'objectif ambitieux que j'attendais de la petite fille déterminée qui avait un jour annoncé son intention de devenir astronaute. Je vais construire les systèmes qui maintiendront les gens en vie sur Mars, m'a-t-elle dit lors de sa fête de remise de diplôme. Et quand Michael sera assez grand, il pourra travailler à les y amener. Ça me semble un très bon plan, ai-je répondu. Ça l'est, et quand j'aurai terminé, peut-être que je reviendrai et vous aiderai, Amanda et toi, à construire quelque chose d'encore mieux que Sullivan Mitchell Technology. Nous aimerions beaucoup ça. Alors que je regardais Emma recevoir son diplôme, entourée de la famille élargie que nous avions réussi à créer des débris de la trahison et du divorce, je réfléchissais aux étranges chemins qui nous avaient tous réunis. Le jeune homme qui avait quitté Détroit brisé et en colère 8 ans plus tôt n'aurait jamais pu imaginer la vie que je menais maintenant. J'avais une entreprise florissante bâtie sur un travail qui faisait une réelle différence dans le monde. J'avais une épouse aimante qui était aussi ma partenaire commerciale et ma meilleure amie. J'avais une fille remarquable qui avait été façonnée par la tragédie en quelqu'un d'extraordinaire et un fils qui grandissait entouré d'amour et de possibilités illimitées. Le plus surprenant, c'était que j'avais trouvé quelque chose qui ressemblait à la paix avec le passé.
La mort de David Richardson m'avait forcé à confronter la réalité qu'il avait été un homme meilleur que je n'avais voulu l'admettre. Quelqu'un qui avait fait une terrible erreur, mais qui avait passé le reste de sa vie à essayer de la réparer. Son dernier cadeau avait été de me confier l'avenir d'Emma, sûr que je l'aimerais et la protégerais comme il l'avait fait. Les cicatrices d'Irak et d'Afghanistan étaient toujours là. Les doigts manquants, les cauchemars occasionnels, l'hypervigilance qui me mettait mal à l'aise dans les foules. Mais elles étaient devenues une partie de mon histoire plutôt que sa caractéristique définissante. La trahison qui m'avait envoyé à l'autre bout du monde en quête de sens m'avait finalement mené à tout ce dont j'avais réellement besoin. Parfois, les pires choses qui nous arrivent s'avèrent vraiment nécessaires pour les meilleures choses qui viennent ensuite. Il m'avait fallu près de 15 ans pour comprendre cela, mais le comprendre en valait la peine. Maintenant, alors que je me prépare à accompagner ma fille à l'hôtel pour son mariage avec un jeune ingénieur brillant qu'elle a rencontré au MIT, je me souviens des paroles de David d'il y a tant d'années. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis. Il avait raison à ce sujet. Mais parfois, l'eau emporte les débris qui bloquaient la vue, révélant quelque chose de beau qui était là depuis le début. J'ai enfin ce que j'ai toujours voulu. Une famille aimante, un travail significatif, et la certitude que les personnes qui me sont chères sont en sécurité et heureuses. Ça a juste l'air différent de ce que j'imaginais quand j'avais 25 ans et que je planifiais un avenir avec Becky dans notre maison de Palmer Woods. C'est peut-être ça, les secondes chances. Non pas l'opportunité de revenir en arrière et de réparer ce qui a mal tourné, mais la sagesse de reconnaître que ce qui semblait être une fin n'était en réalité que le début de quelque chose de mieux. Et peut-être, juste peut-être, que c'est suffisant.